Hello, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ici il fait beau, il y a un grand soleil et moi perso je suis pleine de motivation pour mes trois projets, que ce soit Gravity, donc le développement de la salle de sport Gravity, ou l'exportation de mon drum camp, le 360 Experience Drum Camp, ou le développement d'On The Move, qui est ce qui m'amène aujourd'hui dans ce podcast. Justement, je voulais te parler de motivation aujourd'hui et plus précisément de cycle émotionnel. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 semaines, dans l'épisode qui traitait des 10 lois de gestion du temps que je voulais te partager, il y avait la quatrième loi, c'était la loi de Svoboda Flies-Telcher, qui est l'une de mes préférées, et qui dit que l'efficience passe par la prise en compte des rythmes biologiques de l'individu. Cette loi, elle établit qu'on a tous et toutes trois cycles qui sont là depuis notre naissance et qui nous régissent, entre guillemets. Il y a un cycle physique qui dure 23 jours, un cycle intellectuel qui dure 33 jours et un cycle émotionnel qui dure 28 jours. Au passage, comme le cycle féminin à peu près. Alors ça, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, on traitera peut-être ça dans un autre épisode. Et du coup, ces cycles, ils sont souvent sous-estimés, notamment dans la prise de décision, dans le cadre d'un projet, d'un business ou même d'une bonne résolution. On le voit souvent d'ailleurs, un projet, qui soit pro ou perso, il est souvent abandonné avant la fin du premier mois. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, je crois pas. Personnellement, je pense que le cycle émotionnel est en partie responsable de ça. Alors bien sûr, les cycles émotionnels, ou les cycles d'ailleurs tout court, ils peuvent durer plus longtemps. Ça peut être par exemple une succession de cycles de 28 jours. En tout cas, c'est une théorie qui a été avancée par certains chercheurs, mais l'idée est la même. Hier, j'ai d'ailleurs partagé un post sur Instagram qui justement montre le cycle émotionnel de manière un peu plus visuelle, un peu plus graphique. Donc si toi, ta communication, elle est plutôt visuelle, je t'invite tout simplement à aller suivre mon compte sur Instagram. Le lien, il est en description de cet épisode et tu trouveras le post sans aucun problème. Mais du coup, aujourd'hui, je vais te décrire ces cycles émotionnels de manière orale et je t'apporterai derrière des solutions pour faire en sorte que ces cycles émotionnels, ils entravent pas la réalisation de tes projets. Alors, qu'est-ce qui se passe au tout début de ce cycle? Visualise-toi une espèce de courbe. Donc, tu as deux courbes. Tu as une courbe qui monte, ensuite qui descend et ensuite qui remonte. Donc là, on est au tout début, tu es à l'étape 1. Tu as 1000 idées à la seconde et au milieu, voilà, tu as une idée qui t'accroche un peu plus et tu commences à faire des plans un peu sur la comète, à visualiser, à voir la chose. Tu te dis, ah ouais, par exemple, ok, je vais monter un business de formation en ligne pour aider, disons, les bijoutiers à créer et à vendre des collections uniques. Parce que je trouve qu'il y a plein de bijoutiers qui mériteraient vraiment d'être un peu plus connus, d'avoir plus de clients, de développer vraiment leur collection parce qu'elles sont incroyables, etc., etc. Donc voilà, tu commences à te faire une idée, tu dis ah ouais, j'aimerais bien faire ça, 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 tu commences à visualiser les conséquences, et puis petit à petit, tu vas arriver au sommet de la première courbe où là, tu as une idée plus précise de ce que tu veux faire et comment tu vas le faire. On est donc à l'étape 2 de ce cycle. Tu as étudié la chose dans ta tête, tu as vraiment fait des petits schémas, tout ça, et ça va forcément marcher. Par exemple, tu connais bien ta cible, peut-être que tu étais toi-même dans le milieu de la bijouterie avant, je sais pas, peut-être que tu sais comment te démarquer. En tout cas, tu connais bien le milieu, tu connais bien ta cible, tu connais bien les réseaux aussi, et tu vas créer du contenu attractif pour attirer ton audience de bijoutiers et ensuite leur vendre tes formations. Tu vas même peut-être passer par un tunnel de vente. C'est hyper en vogue en ce moment. Il y a plein de créateurs qui font même des formations à ce sujet. J'ai vu par exemple passer des formations de Elliot Meunier, Tony Neves, Antoine BM, etc. Donc vraiment les tunnels de vente, voilà, t'y crois, tu te dis ouais ça va marcher, c'est sûr. Donc je vais me lancer là-dedans, je vais faire ça, 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 ça. T'as ton plan d'action qui est établi dans ta tête, t'es en feu, tu vas tout défoncer. Voilà, t'es à fond. Et c'est là qu'on arrive petit à petit vers l'étape 3. C'est l'étape où tu vas connaître tes premières déconvenues. Finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, en fait, ton audience, c'est pas forcément les bijoutiers, mais plutôt des jeunes, voilà, qui aiment bien les nouveautés, qui aiment bien les bijoux, qui aiment bien tout ce qui brille. Ils aiment bien aller voir les nouvelles collections, tout ça, tout ça. Ils aiment bien être à la mode, mais au final, c'est pas ta cible. Et toi, tu as du mal à attirer les bijoutiers eux-mêmes. Du coup, tes posts, ils font un bid, ton tunnel de vente, il est souvent vide, tu fais pas forcément beaucoup de ventes, etc. Et là, c'est le drame, tu vas commencer à développer des croyances, tu vas commencer à te dire peut-être que t'es pas doué, je suis nul, tout ça. Donc tu vas avoir un fort sentiment d'échec. Tu vas te dire peut-être, ouais, mon projet, il était nul, mon projet, il n'est pas viable, ça vaut pas le coup, il n'y a pas de demande dans ce domaine-là, alors que peut-être que si. Tu vas peut-être te dire aussi que t'es pas faite pour ça, pas fait pour ça,
peut-être même pas faite pour l'entrepreneuriat et que tu ferais mieux de retourner à ta vie de salarié, que peut-être tu aurais mieux fait de pas rêver à tout ça avant, que c'était vraiment une idée de merde, hein, disons-le, et que finalement, allez hop, on met à la poubelle et voilà. On retourne dans notre petite vie d'avant et tout ira bien. Et c'est justement à ce moment-là que dans 98% des cas, les projets sont abandonnés. Oui, oui, 98%. Ça veut dire que sur tous les gens qui font des projets, qui ont des idées et tout ça, qui sont même parfois sûrement très prometteurs, qui sont novateurs, qui peuvent être franchement des projets qui peuvent aller loin, eh bien, t'en as que 2% qui vont pousser le truc et qui vont arriver à l'étape d'après. L'étape d'après, justement, la quatrième étape, c'est l'étape où donc tu es au fond du trou, ça on a bien compris. Ton envie d'abandonner, elle est plus forte que tout, mais dans cette étape-là, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit que t'as pas fait tous ces efforts pour rien. T'as pas travaillé sur ton projet pour rien, t'as pas fait tous ces plans pour rien, t'as pas étudié le projet pour rien. Bref, tout ce que tu as fait, tu l'as pas fait pour rien, il faut vraiment que tu continues, tu peux pas abandonner tout de suite. Cette étape, pour moi, c'est la plus cruciale. C'est celle où tu peux te relever, serrer les dents et continuer d'avancer. Elle est hyper importante. Il y a plein de gens qui n'atteignent pas cette étape-là, qui s'arrêtent juste avant, juste au constat des croyances négatives, et ils vont pas plus loin, et du coup, l'abandon. À mon sens, cette étape, c'est l'étape la plus difficile, parce que vraiment, être au fond du trou, c'est agréable pour personne, mais c'est aussi hyper difficile d'écouter cette petite voix dans ta tête qui te dit que t'as pas fait tout ça pour rien et que peut-être il y a quand même une chance que ça fonctionne si tu te sors un peu les doigts, excuse-moi de l'expression, si tu trouves des solutions en gros. Parce que quand on est à fond dans les croyances négatives, qu'on se dit qu'on est nul, que notre projet est nul, qu'on va jamais y arriver, etc., eh bien c'est très, 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 très difficile de donner une chance à cette petite voix d'exister et de se faire entendre. Et c'est donc dans cette période-là, donc dans l'étape 4, que tu vas comprendre petit à petit que derrière ton échec, derrière même tes échecs peut-être, il y a une ou plusieurs leçons. Comme Thomas Edison l'a dit quand il a créé sa fameuse ampoule, je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai juste trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnaient pas. Cette citation, elle peut prêter à sourire, mais en réalité, elle démontre aussi un mindset dans lequel tu vas entrer en phase d'expérimentation. Tu vas passer de croyances négatives à l'envie d'expérimenter. De toute façon, tu as déjà touché le fond. Alors, il ne peut pas t'arriver grand-chose de pire, honnêtement, en tout cas, dans ton projet. Bon, voilà, tu es au fond, tu es au fond. Donc, tu as deux solutions. Soit tu arrêtes, soit tu persévères. Et là, quand tu arrives donc dans cette phase numéro 4, dans cette étape 4, et que tu comprends que tes erreurs ou tes échecs sont en fait des leçons, tu vas arriver petit à petit à l'étape 5, qui est à mon sens la plus challengeante, mais aussi celle avec le plus de récompenses. C'est l'étape où, en termes de mindset, tu vas être tourné plutôt vers la curiosité. Tu vas avoir envie d'essayer, tu vas avoir soif d'apprendre, tu vas analyser tes résultats ou ton manque de résultats, tu vas essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, et tu vas t'adapter pour ensuite avoir d'autres résultats. D'ailleurs, j'en profite, on a parlé de l'adaptation dans l'épisode numéro 1 de ce podcast, et notamment des bienfaits de savoir s'adapter en business, comme ailleurs d'ailleurs, et je t'invite à aller écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Donc cette étape, elle peut prendre pas mal de temps, mais à mon sens, c'est vraiment celle qui va t'amener le plus de récompenses. Parce qu'au final, en adoptant ce genre de mindset, tu vas déjà reprendre confiance en toi petit à petit, tu vas devenir plus forte ou plus fort face aux obstacles, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas rebondir après chaque échec ou entre chaque erreur en tout cas, pour ensuite trouver des choses qui fonctionnent. En fait, tu seras tourné vers les solutions et non plus vers le problème, ce qui va aussi accroître ta résistance au stress et à l'anxiété, puisque quand tu comprends au final que tes échecs n'en sont pas, qui sont que des leçons qui vont te mener vers quelque chose de meilleur derrière, forcément, ça t'enlève un peu de stress, un peu d'anxiété. Au final, tu vas donner les moyens de réussir en essayant diverses stratégies, diverses méthodes, et tout ça, ça va participer au retour de ta confiance en toi, et on va arriver petit à petit vers la fin de la courbe, le haut de la courbe. C'est le moment, donc l'étape 6, où tes efforts, ils ont payé. Voilà, t'as rien lâché, t'as atteint tes objectifs, bravo, et ça t'a donné confiance en toi pour ensuite atteindre plein d'autres objectifs. Et au final, maintenant, tu comprends que la route, elle est jamais toute plate, elle est jamais toute belle et toute ensoleillée. Parfois, il y a des collines, il y a des vallées, parfois les chemins, ils sont boueux ou alors ils sont pleins de cailloux.
Parfois, c'est des routes en goudron tout lisse. Parfois, tu as des jolis paysages, un beau soleil et ça sent bon. Et puis parfois, tu dois traverser des forêts humides et sombres. Enfin, tu comprends un peu l'idée. Mais en gros, la route n'est jamais toute droite, jamais toute plate, jamais toute lisse et jamais parfaite. Et quand tu as accepté ça, que tu as intégré ça dans ta façon de voir les choses, dans ton état d'esprit, à mon sens, tu arrives plus facilement à mener ton projet à terme et à atteindre tes objectifs. Alors, attention quand même, parfois il y a certaines personnes qui sortent jamais de la quatrième et de la cinquième étape et qui restent coincées à l'état d'apprenti perpétuel. Alors, c'est très bien d'apprendre en continu, c'est même nécessaire, c'est même, je dirais même essentiel honnêtement, pour pas stagner, pour pas régresser non plus, mais il doit y avoir de l'action derrière, pas juste de l'information. Si tu te contentes d'emmagasiner des informations et de jamais agir, tu n'auras jamais de résultat. Ça, c'est un petit disclaimer quand même pour pas non plus rester coincé dans la cinquième étape, la quatrième ou la cinquième, notamment ad vitam aeternam. Maintenant que je t'ai expliqué le concept de ce cycle émotionnel et comment ça peut impacter ta façon de mener ou d'abandonner ton projet, j'aimerais te présenter quelques solutions pour faire en sorte que ce cycle émotionnel ne régisse pas ta façon de gérer tes projets. Alors, la première solution, qui est bonne mais à mon sens incomplète, c'est de travailler tout simplement ton mindset et changer tes croyances limitantes. Tout simplement déjà en te définissant un pourquoi solide, en étant sûr de pourquoi tu veux mener ce projet, pourquoi tu veux le lancer, et ensuite en osant faire de nouvelles choses et en acceptant d'échouer pour mieux réussir, comme on l'a dit juste avant. Alors, à mon sens, c'est vraiment nécessaire de se construire ce genre de mindset, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le sport ou ailleurs. Mais il y a un petit problème à ça, si on ne fait que ça en tout cas, c'est que ça repose sur la gestion des émotions. Et les émotions, forcément, elles fluctuent. On en a parlé tout au long de l'épisode. Et même si tu as conscience de ce cycle émotionnel, même si tu as conscience de tes émotions, que tu arrives à les analyser, à les comprendre, etc., tu ne pourras pas échapper au fait que tes émotions, elles vont fluctuer. Forcément. Tu ne seras pas tous les jours dans la même énergie, tu n'auras pas tous les jours les mêmes émotions, parce que tout simplement, tu n'es pas un robot. Donc déjà, le fait que ça repose sur la gestion des émotions, cette solution, pour moi, c'est ce qui en fait que c'est incomplet. Et en plus de ça, il faut bien comprendre aussi que maîtriser ses émotions, travailler son mindset, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire en 2 semaines. Donc pour moi, cette solution, elle est bonne, mais incomplète. La deuxième solution, pour faire en sorte que ton cycle émotionnel n'impacte pas trop ta gestion de projet ou l'atteinte de tes objectifs, c'est de t'entourer de gens qui te comprennent. T'entourer d'entrepreneurs qui ont peut-être les mêmes problématiques que toi, t'entourer de familles qui est là, ou d'amis d'ailleurs qui sont là, qui te soutiennent, qui te comprennent, qui sont là pour toi, etc. Ça, à mon sens, c'est vraiment très important aussi. Bien sûr, il y a des gens qui réussissent tout seuls. Moi, ça m'est déjà arrivé de mener des projets vraiment toute seule, voire même contre l'avis de personnes de mon entourage ou sans leur soutien, etc. Ça m'est arrivé, c'est loin d'être facile. Il y a des gens qui y arrivent, et tant mieux, mais quand même, d'avoir un entourage, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui amène un confort en plus, qui amène une espèce de sécurité émotionnelle qui peut te permettre justement de faire en sorte que ton cycle émotionnel n'impacte pas trop l'atteinte de tes objectifs. Mais là aussi, pour moi, il y a un petit problème, c'est que tout ça, c'est hors de ton contrôle. C'est-à-dire que tu peux pas savoir qui sera autour de toi tout le temps et au moment où tu en auras besoin. Tu peux, par exemple, si tu veux rencontrer des entrepreneurs qui ont le même mindset que toi, oui, bien sûr, tu peux aller forcer ces rencontres-là, tu peux aller sur des groupes, tu peux aller à des événements networking, tu peux essayer de rencontrer ces personnes-là, mais tu peux pas forcer les gens à bien s'entendre avec toi, tu peux pas forcer les gens à être là pour toi à un moment donné, que ce soit tes amis, des entrepreneurs, ta famille. Chaque personne a aussi des problématiques à gérer. Et forcément, le moment où toi, tu seras dans la phase 3 et 4, là où tu sombreras dans le fond du trou, c'est pas dit qu'à ce moment-là, il y ait vraiment les personnes pour t'aider à remonter la pente. Non pas parce qu'elles en ont rien à foutre, mais tout simplement parce qu'elles auront peut-être d'autres choses à gérer de leur côté et que tout ça, comme je te l'ai dit, c'est pas dans ton contrôle. Donc voilà, cette deuxième solution, pour moi, elle est agréable, mais là aussi, elle suffit pas. Il y a une troisième solution qui est celle que j'aime implémenter de plus en plus, que ce soit avec des clients ou que ce soit même pour moi, c'est de créer des habitudes et des routines qui vont te permettre d'effectuer des tâches répétitives qui sont nécessaires à ta réussite de manière automatique. Tout ça pour que la gestion de ton projet ne dépende plus de ton état émotionnel. Concrètement, quand tu vas vouloir mettre en place tes projets,
tu auras des tâches à faire, tu auras des choses à faire. Et ces choses-là, ce ne sera pas forcément des tâches uniques. Ce sera même très souvent des tâches qui sont assez répétitives. Ça peut être de la création de contenu, ça peut être de la création de produits, ça peut être la vente de tes produits, ça peut être du service client, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont se répéter. Et du coup, créer des habitudes et des routines, ça va te permettre de réaliser ces actions de manière automatique pour faire en sorte que peu importe ton état émotionnel du moment, tu sois apte, en tout cas, à les réaliser et que ça te demande pas trop d'efforts, pas de stress, pas d'anxiété, pas trop non plus d'efforts pour réfléchir à ce que tu dois faire, que ça se fasse en fait facilement, simplement et de manière aussi de plus en plus rapide puisque plus tu vas faire l'action, plus elle sera rapide à effectuer. Vraiment, l'idée derrière le fait de créer des routines et des habitudes, c'est vraiment de faire en sorte que la gestion de ton projet, l'atteinte de tes objectifs, ça dépende plus du tout de ton état émotionnel. Parce que, pour rappel, un projet qui dépend de ton état émotionnel, il est voué à l'échec à 98%. C'est vraiment énorme. Donc si tu comptes que là-dessus, si tu comptes que sur ta motivation, il y a de fortes chances que tu mènes pas ton projet à bien. Et en plus de te permettre de ne pas abandonner ton projet à l'étape 3 ou 4, comme on a vu précédemment, créer des habitudes et des routines, ça va aussi te permettre tout simplement de gagner en productivité et en efficacité. Ça va te permettre aussi de mieux gérer ton temps parce que comme on l'a dit, plus tu vas faire les choses de manière automatique, moins tu vas mettre de temps à les faire et tu vas être aussi plus consciente ou conscient du temps que te prennent certaines tâches qui sont répétitives. Et en sachant ça, tu vas forcément avoir une gestion du temps qui est un peu plus sereine, un peu plus facilitée. Et la dernière conséquence de cette création de routine et d'habitude, ça va être aussi de réduire ta charge mentale, ton stress et ton anxiété. Parce que tu auras moins d'efforts à fournir, moins d'efforts mentaux notamment à fournir pour savoir quoi faire, à quel moment le faire, etc. Tu auras aussi les idées moins polluées par des questions comme est-ce que je dois faire ça, à quel moment je dois le faire, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Puisque tu auras mis en place des routines. Des routines que tu auras définies en amont et dont tu sais que les bénéfices seront vraiment utiles à la réalisation de ton projet. Du coup, je vais traiter le sujet de la création d'habitudes et de routines dans un prochain épisode. Mais en attendant, si cet épisode t'a plu, si tu as apprécié d'apprendre des choses sur le cycle émotionnel, sur ses conséquences et sur les solutions pour pallier à ça, je t'invite à me mettre 5 étoiles ou un like, peu importe, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Et si tu as déjà abandonné un projet, j'aimerais vraiment savoir lequel. Et tu peux me le dire dans l'espace commentaire de la plateforme sur laquelle tu écoutes. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.